Bienvenue dans La Voix rayée. Aujourd'hui, épisode 16, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Roussel, dirigeante HPI de 123 Facilité. Vous le savez, dans ce podcast, on parle des enfants, mais aussi des hommes et des femmes qui se cachent derrière chaque parent. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Caroline Roussel, chef d'entreprise, qui a accepté de parler de son haut potentiel, non seulement dans son quotidien de dirigeante, mais aussi dans sa vie de femme et dans sa vie de mère. Durant cette interview, elle évoque son travail et la mission de son entreprise assez atypique, vous allez voir. Mais elle parle aussi de la découverte de son HPI, de son impact dans le travail et dans sa vie. Je lui ai posé la question de ce que ça a changé et des inconvénients qu'elle pouvait aussi ressentir. Caroline a joué le jeu, vous allez découvrir ses réponses sincères et parfois intimes. Les HPI sont rapides, mais ils sont aussi très intenses avec des pensées profondes. Sans plus tarder, je vous laisse la rencontrer et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Bonjour Caroline, je suis ravi de t'accueillir sur mon podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. J'en suis ravie de passer un moment avec toi et avec toutes les personnes qui vont nous écouter. Bon, dans La Voix rayée, donc on parle souvent des enfants, on parle souvent de la parentalité, mais ça m'intéresse aussi de découvrir des hommes et des femmes dans leur parcours personnel et leur parcours professionnel autour du haut potentiel intellectuel. Donc, on s'est rencontrés, on se connaît, on se connaît professionnellement en fait, en dehors du podcast, et j'avais envie que les gens découvrent en fait ton parcours et surtout que les gens découvrent ton travail parce que tu fais un travail qui est assez atypique aussi et qu'on ne connaît pas bien. Alors, est-ce que tu peux décrire ton travail, Caroline? Oui, alors je pense que c'est un travail atypique pour les atypiques, puisqu'en fait, mon métier, c'est de créer des équipes qui gagnent, en fait. C'est de créer des victoires en entreprise. On fait le parallèle souvent avec le monde du sport, qui est une passion absolue chez moi. Et là où j'ai connu, je dirais, mes plus grands plaisirs, c'était de gagner en équipe. Et en fait, on l'a transposé dans le monde de l'entreprise, qui est le fait de créer des équipes et des victoires collectives. Et donc, j'ai une entreprise qui s'appelle 1, 2, 3 Facilité. C'est pour faciliter le plaisir et les victoires en entreprise. Donc, comment on fait ça? On a un outil magique, et l'outil magique, c'est la facilitation d'intelligence collective. En fait, on a tous la capacité, et je dis bien c'est une capacité, à créer des grandes choses ensemble, à mettre en commun nos connaissances et nos expériences pour résoudre des problématiques. Ça, c'est la définition de l'intelligence collective. Sauf que c'est une capacité. Et pour la mettre en œuvre, cette capacité, il y a des outils, des techniques, une posture qui s'appelle donc la facilitation. Et donc, on utilise chez 1, 2, 3 Facilité la facilitation en permanence puisque le but c'est de créer des équipes et pour créer des équipes, c'est pas nous qui allons décider de quelle équipe et comment. C'est les équipes elles-mêmes, ce sont les participants qui vont déterminer comment ils vont fonctionner. Et grâce à ça, en fait, une équipe plus une équipe plus une équipe, ça fait des entreprises entières qui se transforment pour devenir des équipes au service d'un objectif. Donc, tu t'adaptes entièrement à ton client et à la situation de ton client. Exactement, puisqu'en fait, c'est le client qui est au cœur de sa solution. Puisque l'intelligence collective, nous, on crée des processus pour que cette intelligence collective se révèle. Et donc, voilà, chaque fois, c'est un cas nouveau. Et effectivement, on se décrit vraiment comme des artisans au service d'une problématique. Alors, un artisan, plutôt un orfèvre, plutôt un horloger même, je dirais, parce que c'est très fin tout ça, parce que c'est de l'humain. Donc, pour réussir, pour faire des grandes victoires, il faut des processus collectifs complètement adaptés. Chaque entreprise est différente dans son objet, dans ses dirigeants, dans sa culture et dans les participants. Donc même au fil du temps, vous changez des personnes dans les entreprises, ça va rechanger la capacité à faire. Donc il y a encore des choses à adapter. Et donc nous, notre métier, c'est de trouver avec les participants un modus vivendi, des fonctionnements qui permettent de gagner, en fait, tout simplement.
S'adapter à son client, l'aider à développer son potentiel, aller dans des contextes très différents. On a l'impression que c'est le métier parfait pour des hauts potentiels, ça, Caroline. Je crois que c'est le métier que j'ai cherché depuis toujours et qu'un jour je me suis dit que je pouvais me le créer en fait. Ouais. Parce que je pense que les hauts potentiels ont ce besoin de renouvellement permanent, d'humain, d'intensité dans ce que l'on fait et de diversité. Sachant que effectivement dans notre métier on a trois pôles en fait, on a inspiré, transformé, formé. Donc inspiré qui est le fait de donner des conférences que je fais sur le potentiel de l'humain à gagner dans le monde du travail. Alors une conférence très particulière évidemment parce qu'autrement on va pas un haut potentiel il va pas faire une conférence normale autrement c'est pas drôle. Donc je fais des conférences collaboratives où en fait les participants sont eux-mêmes acteurs de la conférence. Donc on a chacun un mot à dire sur tous les sujets. Moi, je ne peux pas concevoir le monde où moi j'aurais une vérité et on payerait pour cette vérité. Pour moi, ça n'a aucun sens en fait. Euh, je détiens un certain nombre de savoirs, de connaissances, et je détiens une capacité à animer les savoirs des autres en fait. Et donc en mettant ma capacité et mon savoir avec d'autres plus nombreux que moi, on fait la meilleure conférence du monde, quoi. Pardon. À quel point tu penses que ton HPI catalyse complètement cette façon de travailler? De toute façon, je ne serais pas HPI, je ne pourrais pas faire ça, c'est d'une évidence absolue. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une question d'humilité. En fait, d'humilité versus la connaissance infinie, en fait. Donc, quand on fait, pour la question de la conférence en particulier, pour moi, monter sur scène et dire que je sais que je ne sais pas, en fait. Et ça, je pense qu'il n'y a que les HPI qui peuvent avouer cette chose-là, en fait. Parce qu'on a tellement conscience de l'infini de la connaissance et l'infini de ce qu'on ne sait pas. Pour moi, ça va entraîner l'humilité, de fait. Et donc, cette humilité-là, dans tout ce que l'on va faire, si tant est que notre HPI est parfaitement intégré dans notre personnalité et qu'on est hyper OK avec ça, en fait, qu'on se connaît plutôt très très bien, faire une conférence, quand je disais inspirer, je peux pas prendre la parole et dire aux gens écoutez-moi. Je peux juste dire on va vivre un moment ensemble parce que je sais que vous savez aussi et que moi je sais. Donc ensemble on va faire un truc dingue. D'où toutes ces questions d'intelligence collective en fait. C'est intrinsèquement lié à cette conviction en plus qu'ensemble on sera bien plus puissant puisqu'en fait ça je le sais depuis toujours et depuis que je sais en plus que je suis HPI, je me dis qu'il y a des potentiels autour de moi fous et que je me dis qu'il suffit de les réunir pour que moi je ne sois qu'un petit maillon au milieu d'un tout, quoi. Tu as découvert ton HPI après avoir créé cette entreprise ou est-ce que tu as créé cette entreprise parce que tu as découvert ton HPI? Alors je ne savais pas que j'étais HPI, je savais juste que j'étais inadaptée au monde du travail en fait. Au monde du travail tel que je le connaissais, au monde du travail qui m'a rendue profondément malheureuse, qui est un grand classique, mais ça je l'ai su après pour tous les HPI. Et donc, au bout de 8 entreprises testées dans des domaines très différents, sur des métiers différents, je me suis sentie comme rejetée en fait par le monde du travail, comme si un océan te laisse en fait sur la plage, quoi. Mais on est bien sur une plage. Au moment où j'étais sur la plage, j'étais pas bien parce que je savais pas ce que j'allais faire. Et en fait, j'ai eu au fond de moi envie de faire quelque chose qui me représentait, qui pouvait être moi. Et donc j'ai cheminé pour me dire, en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et donc il a fallu m'enlever une couche de moi adapté dans le monde du travail, avec des diplômes, avec une expérience, parce que mes métiers préalables, c'était des métiers d'organisation, et avec une adaptation, avec du politiquement correct. Il y avait tout un tas de choses en fait que je n'osais pas être. Et puis petit à petit, en montant mon entreprise, déjà la facilitation de l'intelligence collective, c'était nouveau. Donc je me suis autorisée à faire quelque chose de très nouveau et que je trouvais génial en fait. Et donc rien que ça, c'était le début et les fondations même, que de se dire je fais un truc nouveau, donc je fais déjà plus que je faisais avant. Et ça, en faisant de la facilitation, en faisant plutôt très très bien très vite en fait, je me suis rendu compte que effectivement là aussi j'avais un talent
que je n'avais pas exercé vraiment jusqu'alors et qui me faisait plaisir, qui était le fait de catalyser en fait les connaissances, les expériences pour aller faire des choses nouvelles, révolutionnaires même dans les entreprises. Et ça marchait très très bien. Et moi, je m'y sentais bien. Et il s'avère que au bout de 6 ans d'activité, je pense, 5 ans, 6 ans d'activité, je découvre mon HPI. Et là, par contre, il y a tout qui s'éclaire, quoi. Il y a tout qui s'éclaire quand, évidemment, toute ma vie d'avant, pourquoi ça marchait pas. Et cette vie que j'avais commencé à constituer depuis quelques années, qui, elle, marchait très bien, dans laquelle j'étais pleinement heureuse. Et là, par contre, je me suis dit que j'avais commencé, moi je prends toujours l'image de l'albatros, parce qu'effectivement, j'ai vécu sur le pont du bateau avec des grandes ailes qui étaient complètement inadaptées, quoi. Et j'avais, depuis quelques années, en montant ma structure, commencé à voler, en me faisant plaisir à voler. Et là, par contre, je me suis dit, il n'y a plus de limite, quoi. C'est que maintenant je sais que j'ai des grandes ailes et que mes ailes elles servent à quelque chose, je peux faire ce que je veux, quoi. Et comment ton HPI, du coup, t'aide dans ton travail? Alors, mon HPI m'aide parce que j'ai une mémoire incroyable, j'ai une sensibilité folle, j'ai une compréhension des tenants et aboutissants de gestion de bases de données géantes, en fait, qui fait des ponts entre des données. L'autre point, c'est le fait que depuis l'âge de 25 ans, je suis en thérapie. J'ai appris à me connaître, mais en fait, le truc fou, c'est qu'il n'y a aucun thérapeute qui m'a dit que j'étais HPI. Donc en fait, j'ai appris à me connaître, mais c'était pas moi que j'ai appris à connaître, j'ai appris à connaître les gens. En fait, donc c'est comme si j'ai fait psycho. Ça m'a servi moi à survivre, mais pas à me connaître, c'est ça qui est fou. Par contre, je crois qu'aujourd'hui j'ai une très grande connaissance de l'humain. Et ça c'est théorique, plus mon HPI qui fait que je décèle tous les signaux faibles. Donc en fait, le métier dans lequel je suis, je ressens tout ce qui se passe chez les humains, je ressens tout ce qui se passe dans les situations objectives, d'analyse de situation, et j'ai la capacité de mixer ces datas-là. Voilà. Donc ce qui veut dire que je peux projeter des conséquences d'actions très très vite. Je peux, déjà le premier sujet, c'est quand je rencontre un client, un prospect, tout le monde est bluffé quant à la capacité de compréhension. Ils ont tous l'impression que je les connais depuis longtemps. Ça c'est merci mon potentiel, quoi. Voilà, très clairement. Je pourrais jamais faire ça autrement. Personne ne sait faire ça, en fait, je le sais. Est-ce que tu as décelé des obstacles que ce HPI peut mettre parfois, ou dans ta vie, ou dans ta vie professionnelle? Dans ma vie professionnelle, aucun. Au contraire. C'est vraiment, pour moi, c'est le terrain de jeu absolu. Le petit obstacle, ça va être le fait de ne pas vouloir refaire ce que j'ai déjà fait. C'est la volonté de nouveauté permanente parce que le désir d'accroître ma connaissance. Donc ça, économiquement, toute personne qui fait du conseil pour entrepreneurs va dire, une fois que tu as un produit qui va bien, tu le refais, quoi. Ça m'est très compliqué. Dans le business model, on n'est pas certainement les plus rentables du monde, mais par contre, on se fait hyper, hyper plaisir, ça c'est clair. Ça, c'est la vie pro. Non, dans la vie pro actuelle, il y a aucun obstacle. Bien au contraire, bien au contraire. Non, c'est le lieu que j'ai créé, parce qu'en fait, le métier est complètement nouveau. Faire des conférences collaboratives, j'en connais pas d'autres. Voilà. Toute la partie transformer, accompagner les organisations pour devenir collaboratives et le faire en intelligence collective au point où on le fait, c'est hyper rare. Et la dernière partie qui est de la formation sur du management collaboratif ou de la facilitation évidemment, parce qu'on va pas garder notre outil pour nous. La façon dont on le fait, c'est pareil, ça nous ressemble, c'est complètement collaboratif, c'est joyeux. Donc non, le monde du travail, c'est vraiment l'espace que je me suis créé pour être moi-même. Après, dans la vie perso, oui, évidemment, c'est plus complexe. Ça l'a été beaucoup plus que ça n'est aujourd'hui, puisque
aujourd'hui, j'ai choisi, en connaissance de cause, les gens que je côtoie. Donc, on va pas se mentir, beaucoup de personnes rayées, et celles qui ne sont pas rayées, et en connaissant tous les obstacles qu'on peut avoir dans la relation à l'autre, bah maintenant, une fois que j'ai conscientisé tout ça, je dirais, j'ai des relations raisonnées, en fait. Je sais ce que ça peut me faire. Je m'en prémunis, je m'investis à la mesure où je veux bien m'y investir. Voilà, c'est la relation à l'autre est conscientisée, en fait, alors que la relation avec les HPI est juste vécue. Et la relation entre femmes et HPI, est-ce que c'est quelque chose dont tu as pu prendre conscience à cause de ton HPI? Comment tu as vécu ce parcours? On sait que les femmes ont tendance à être davantage dans le déni d'un haut potentiel pour des raisons culturelles, pour des raisons d'estime de soi. On sait aussi que culturellement et socialement, elles sont moins bien détectées parce qu'elles ont la volonté de passer sous les radars quand elles sont enfants. Comment s'est passé ton parcours de femme HPI? Alors, c'est extrêmement intéressant, toutes ces questions-là, parce qu'évidemment, puisque j'ai découvert mon HPI à 46 ans, je suis une passionnée de lecture, donc je me suis plongée dans tout ce qui était possible et imaginable sur le sujet. Moi, j'ai pas de sujet de femme HPI, j'ai déjà un sujet de femme, qui est le fait de se dire que je pense que ma problématique dans le monde du travail, elle était aussi liée au fait que j'étais une femme, et que HPI, ça a juste amplifié la problématique, puisqu'en fait, on attend en entreprise des personnes qui soient assez dociles, assez dans un moule. Donc effectivement, déjà, le HPI, ça va être compliqué là-dessus, mais encore plus en venant d'une femme, hein, parce qu'on va pas se mentir, je dirais, on est dans une société patriarcale, ressentie comme telle en tant que femme. Donc ça m'a juste, moi, mis le curseur supplémentaire quant au fait que bah, j'étais pas acceptée dans mes désirs, dans mes volontés, quand je proposais des choses, voilà. Après, dans la vie de tous les jours, je pense que, je sais pas, je suis pas un homme, je peux pas savoir, mais je sais que HPI c'est compliqué parce que ça renvoie à l'autre comme si on lui disait qu'il était moins bon que nous, quoi. Alors que je savais même pas que j'étais HPI, donc c'est là où c'est formidable. Donc je dirais la difficulté à être accepté dans les relations, ouais, c'est complexe. Et je pense que je sais pas si c'est plus difficile pour une femme que pour un homme, en fait. Ça, je peux pas le dire. Par contre, ouais, c'est un sujet qui est compliqué d'être accepté tel qu'on est, euh, dans notre potentiel. Donc, en fait, avec un réflexe qui serait peut-être de se descendre d'un cran pour pas faire de vagues, je crois que, en fait, j'en ai pas tant de souvenirs que ça, mais je crois qu'en fait, moi, j'ai jamais réussi à descendre d'un cran, quoi. C'est pour ça, donc je me suis pas retrouvée dans plein de descriptifs de femmes où, en fait, on se conforme à quelque chose. Alors, j'ai dû me conformer, hein, certainement, mais j'ai pas fait moins pour pas qu'on me remarque. Mais je pense après coup que j'ai pas fait plus, j'ai pas fait moins, en fait. Voilà. D'où le fait que je découvre à 46 ans que je suis HPI, je découvre que je peux voler, en fait. Et je me rends compte que j'avais commencé à voler, certainement plus que d'autres, mais pas à la hauteur du tout de ce que j'étais capable de faire. Mais tu racontes un parcours quand même très adapté. C'est-à-dire que tu dis que tu as joué le jeu. Alors, d'où le fait que j'étais profondément malheureuse, d'où le fait que j'ai été en psychanalyse depuis l'âge de 25 ans, quoi. Donc oui, quelqu'un profondément malheureux. Ça, c'est très très clair, hein. Et donc une personne qui a rien à voir avec qui je suis aujourd'hui. Donc la première libération a été vraiment, c'est pour ça que je reviens toujours à ce monde du travail. La première libération a été pour moi dans le monde du travail, parce que c'est là où je pense que j'avais effectivement j'avais une nécessité de me révéler, en fait. Et c'était au fond de moi, en fait, c'était plus fort que moi. Et là où je pouvais me révéler, c'était, enfin pour moi, hein, c'était vraiment dans le monde du travail. J'avais vraiment ce sujet-là. Et au moment où j'en parle, en fait, je me rends compte que j'aurais pu me révéler ailleurs, mais c'était à cet endroit-là
où j'avais besoin de faire quelque chose en fait. Et c'est un besoin qui est, je me rends compte aujourd'hui, hein, d'ailleurs j'ai une conférence là-dessus parce que c'est la question de la mission de vie, quoi. J'avais cette mission de vie au fond de moi, je le savais depuis toujours, il fallait que je la réalise. Et donc c'est ma mission de vie, effectivement, c'est comment faire grandir les individus pour qu'ils puissent se révéler à eux-mêmes. Et le monde du travail, c'est un monde où il y a tellement de possibilités de faire des choses incroyables au service d'une communauté en fait. Et moi, je vois le monde du travail comme ceci. Je dirais ma mission, elle est à l'image de ce que moi ce que j'avais entrepris et ce qui était important pour moi dans ma vie, quoi. Tu peux nous raconter ta découverte du potentiel intellectuel? Comment ça s'est passé? Quelles sont les circonstances de cette découverte? Bah, j'ai la chance d'avoir un petit garçon qui, dès le début de la maternelle, donc on n'a qu'un enfant, et donc dès le début de la maternelle, on nous renvoyait en permanence, il y a un problème avec Augustin. Et c'est super dur pour des parents euh, quand on vous renvoie quelque chose et que vous savez pas quoi en faire. En fait, on nous mettait quelque chose dans les bras et puis on disait mais oui, et quoi? Ben on sait pas, mais il y a un problème. J'ai eu et nous avons eu avec mon mari une chance inouïe. C'est que en CP, ben, il a eu une maîtresse qui était géniale, qui elle-même est HPI. Et il était dans une école où je pense même le directeur était HPI. Et en fait, ben, en CP, la maîtresse et le directeur nous ont convoqués en disant, ben voilà, effectivement, depuis la maternelle, on en avait parlé, il y a eu des problématiques avec Augustin, et que vous saviez, les enseignants ne savaient pas quoi en dire, et nous, ben, on ne sait pas quoi en faire, en fait. Et en fait, ben, il y aurait un sujet qui pourrait être le fait qu'Augustin soit HPI. Est-ce que vous savez ce que c'est? Voilà, ils ont fait ça en plus avec beaucoup de précautions. Et donc il a fait le fameux test l'été qui suivait. Et un mois après, je rencontre une amie, je déjeune avec elle. Et elle me dit que dans sa vie, il y avait un truc qui avait changé fortement, puisqu'elle avait passé un test et qu'elle était HPI. Et elle m'a dit, est-ce que tu sais ce que c'est? Et je dis, bah oui, mon fils vient de passer il y a un mois. Et là, au milieu du déjeuner, elle me dit, mais au fait, tu sais que c'est génétique et que souvent ça se transmet par la maman. Et je lui dis, oh, bah, je sais pas, enfin, je sais pas, oui, enfin, c'est soit mon mari ou moi. Et là, elle me regarde et puis elle me dit, mais tu rigoles, Caro. Et là, comme dans Astérix, il y a le ciel qui s'est ouvert. Et là, il y a un truc qui m'est tombé dessus. Et là, bah, 46 ans d'une vie, en fait. 46 ans d'une vie très compliquée. Enfin, voilà, je revois exactement le lieu, je vois le ciel ce jour-là. Bah, c'est, je pense, un des moments majeurs, en fait, dans ma vie, quoi. Et du coup, tu passes le test? Non, Du tout? pas besoin. D'accord. Tellement évident. Tellement évident. Parce qu'en fait, ces années de psychanalyse m'ont appris à me connaître, mais pas vraiment, bah, en fait, m'ont servi à ce moment-là. Parce que, mine de rien, j'avais réfléchi sur mon comportement, sur mes états d'âme, sur mes pensées depuis très longtemps. Donc ça a été hyper facile et hyper rapide pour moi pour revoir tous les trucs et les remettre dans des cases. Bon, après, voilà, c'est mon côté analyse data. Et donc, c'était évident, quoi. C'était évident. Et, euh, et j'étais même allée à une conférence pour les enfants HPI de quelqu'un qui est plutôt extrêmement reconnu. Et à l'issue de la conférence, je me suis dit, mais la personne, elle s'est pas foulée, quoi. Elle est venue de Paris pour nous raconter un truc. C'est pas incroyable ce qu'elle nous raconte. Bah oui, évidemment, je savais pas que j'étais HPI, donc ce qu'elle a raconté, elle a raconté juste ma vie, en fait. Et c'est là où je me dis, mais il n'y a rien d'incroyable. Et après coup, bah effectivement, c'était, enfin voilà, tout était clair et limpide. Et assez vite, bah ouais, ça y est, j'étais HPI en fait. Mais ça a duré, je sais pas, un mois, c'était très clair que j'étais HPI et que maintenant la question elle était plus de qu'est-ce que j'allais en faire en fait. Qu'est-ce que j'allais devenir en sachant tout ça. Et
La question, c'était juste apprendre à voler, quoi. Et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Ça fait 6 ans. Et, et je vole déjà assez haut. J'aide d'autres à voler aussi, parce que ça, c'est un truc hyper important pour moi. La prise en compte de nos particularités, le fait qu'elles soient niées par la majorité des personnes, en fait, pour moi, c'est un truc qui est abominable. Parce qu'en fait, c'est le fait de ne pas avoir la possibilité d'être soi. Et donc, ça veut dire de ne pas exister. Et ça a été, je pense, mon plus gros combat. Donc maintenant, j'emmène les gens avec moi pour voler avec moi, quoi. La plupart des femmes vivent un moment de déni, ou avant, ou au moment de la découverte, ou la possibilité de la découverte. Est-ce que tu as vécu ce moment-là? J'en ai pas du tout ce souvenir-là. Non, non, au contraire. Moi, c'était tellement, non, non, non. Oui, c'était évident, en fait. C'était évident et j'ai même eu un souvenir m'est revenu le souvenir je devais avoir 14 ans, je pense. Et une dame que me connaissait a dit à ma maman, mais votre fille, elle est surdouée, en fait. Et je revois ma maman lui dire, non, non, mais en fait, à demi-mot, enfin, c'était pas un sujet, quoi, voilà. Et en même temps, c'était peut-être un sujet, je sais pas. Voilà. Donc, effectivement, j'ai entendu cette chose-là. Et après, m'est revenu le fait qu'effectivement, j'avais une personnalité complètement à part. J'avais un côté ultra solaire, en fait. Et en même temps, moi-même, j'étais profondément malheureuse. Par contre, ce que je renvoyais aux autres, c'était quelque chose d'un peu irréel, quoi. Et donc, c'est assez courant aussi chez HPI. On a une intensité qui fait que c'est ressenti par les autres, mais ils savent pas ce qu'ils ressentent. C'est, je pense, assez perturbant d'ailleurs. Et en même temps, nous, on le sait pas. Enfin, je le savais pas. Maintenant, évidemment, je le sais, je dirais maintenant, je suis devenue musicienne de mon HPI, en fait. Je sais jouer de mon instrument. Je sais, je sais en faire plein de choses, et c'est magique, en fait. Pour moi, c'est une chance. On a une chance folle d'être qui on est, en fait. Mais j'irais même plus loin. J'espère que tout individu peut dire j'ai la chance folle d'être qui je suis, en fait. Et donc, on a tous une particularité, plus ou moins handicapante, parce qu'on va bien parler de handicap, hein, au sens handicap, au sens véritable difficulté fondamentale de vie et qui peut changer notre vie, en fait, notre façon d'être, de faire, de penser. Et je pense que une fois qu'on a passé outre et qu'on a accepté qui on était, après, c'est certainement aussi dans ma nature, je suis d'une nature extrêmement optimiste, c'est de se dire, maintenant je sais ça, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et je pense que depuis toute petite, j'en ai fait quelque chose alors que je ne savais pas qui j'étais. Et je me suis pris des murs souvent, mais je pense que le côté se mettre en retrait, ça n'a jamais été moi, j'ai pas été capable de ça, en fait. D'où le fait que je me suis pris certainement plus de murs que d'autres femmes, HPI. Donc ça m'a rendue malheureuse, mais j'ai fait plein de trucs un peu bêtement, parce qu'après coup, je me dis, mais pourquoi t'as fait ça? Tu te prends un mur chaque fois. Mais en fait, je peux pas me réduire, en fait, mes ailes. Je me rends compte maintenant en parlant qu'en fait, je pense qu'elle volait aussi toute seule en me disant, ton cerveau te dit peut-être qu'il faudrait pas faire, dans tous les cas, t'es comme ça et t'y vas et t'avances, quoi. À tous les papas et les mamans, à tous les hommes et les femmes qui écoutent ce podcast, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour que s'ils découvrent leur HPI, s'ils ont des enfants qui sont HPI, ou des femmes ou des hommes qui se posent la question de leur haut potentiel intellectuel, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors, effectivement, là, pour moi, il y a un gros sujet sur la parentalité. Parce que, par mon expérience, le fait que on est nié dans ce que l'on est, c'est, je pense, la chose la plus difficile à vivre pour un individu, en fait. Donc, en fait, pendant 46 ans, j'ai pas été reconnue par mes parents pour qui je suis. Et ça, c'est un truc, c'est horrible. Et aujourd'hui encore. Et ça, c'est trop, trop dur. Donc, pour moi, il y a deux sujets. Il y a le sujet de
la personne qui a le parent qui a des suspicions, il a des suspicions, mais c'est pas pour rien. Genre, et si les parents, il y a de grandes chances qu'il ait des enfants HPI. Et donc, on se dit qu'à un moment donné, c'est peut-être bien de couper les malédictions, en fait. La malédiction de se taire sur un sujet qui est fondamental, qui est le qui je suis, en fait. Donc, moi, j'encouragerais vivement les personnes à se dire, on n'a pas une suspicion pour rien, ok. Et c'est pas de l'orgueil que de penser qu'on est HPI. C'est même, c'est de se dire, on a 2 bras, 2 jambes, on les regarde, on se dit, c'est factuel, en fait. Être HPI, c'est factuel aussi, en fait. Donc, plus tôt vous le saurez, plus tôt vous allez vivre votre différence, et votre enfant va pouvoir vivre sa différence. Si vous ne la vivez pas, vous ne pouvez pas la faire vivre à votre enfant. Ça, c'est une certitude. J'ai des exemples autour de moi de parents qui sont dans le déni de leur HPI, alors que les enfants le sont. Voilà, les exemples que j'ai autour de moi, c'est des familles qui vont pas très bien. De l'autre côté, quand on a des enfants HPI et qui, voilà, comme nous, ça nous est arrivé, où l'école nous dit, voilà, et nous, on le sait pas, faut pas se mentir non plus. C'est c'est pas arrivé comme ça. Et je reviens à cette question d'éducation, quoi. Si on occulte ça de l'éducation, en fait, pour moi, on occulte le qui on est. Je pense que franchement, c'est la chose la plus difficile qu'on peut vivre d'un côté comme de l'autre, parce que il y a une question pour moi, de fréquence entre 2 individus. Et en fait, on va être dans une sorte de mensonge permanent. Je sais pas comment on peut éduquer un enfant en se mentant les uns les autres, parce qu'on va le ressentir, en fait. Donc il va y avoir un malaise permanent de l'ordre de l'identité de l'individu, quoi, et de part et d'autre. Pour vos enfants, en fait, faites ce qu'il faut pour vous, en fait. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Et vous allez voir que vous allez vous faire le plus beau cadeau du monde. Moi, on m'a toujours dit que lorsque j'ai eu mon fils, on m'a toujours dit, en fait, les enfants sont là pour nous faire grandir et nous enseigner quelque chose. La personne qui m'a dit ça était complètement légitime, donc je me suis dit que je vais le garder dans un coin de ma tête. Oui, évidemment, pour n'importe qui, voilà. Et comme nous, on a juste une vie un peu plus intense que les autres, évidemment, cette intensité, par le fait même de se connecter en étant qui on est, on va pouvoir profiter de notre intensité de part et d'autre, quoi. Et donc, dans la relation, je pense que ça va tout changer. Et je vois mon fils, lui, il est HPI depuis 6 ans, officiellement. C'est chouette parce que ces différences de comportement, on sait d'où ça vient, donc c'est hyper ok avec ça. Et puis évidemment, depuis que je sais que moi-même je suis une maman zèbre, on a des discussions de zèbre, en fait. Donc on a l'humour de zèbre, on sait dédramatiser des choses. Lui, il est capable de repérer dans les relations qui vont lui être toxiques. Il est capable de repérer ce qu'il doit faire et pas faire, mais en étant hyper détendu, quoi. C'est juste une stratégie de vie qui lui coûte rien, en fait. Il va plus vite être capable de déceler ce qui peut le rendre malheureux. Donc il s'enlève beaucoup de difficultés dans la vie que moi j'ai eu, évidemment, mais parce que il sait qu'à la maison c'est un sujet normal, en fait. On partage nos expériences juste des gens qui se comprennent, quoi. Et ça, c'est, je pense que pouvoir comprendre son enfant, et que pour un enfant se sentir compris par ses parents, je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse s'offrir l'un et l'autre, quoi. Donc un message d'espoir pour les HPI. Alors c'est même pas de l'espoir, c'est un message de joie, en fait, hein. C'est joyeux. Enfin voilà, en anglais c'est gifted, on nous a bien fait un cadeau, hein. Donc moi je suis ravie tous les jours d'avoir ce cadeau-là. C'est joyeux, ouais, je peux pas le dire autrement, en fait. Ça me donne des possibilités une fois qu'on les a. Je dirais il y a un préambule qui est d'accepter cette différence, mais cette différence, elle est toute relative, en fait, puisque en fait c'est par rapport à la majorité des gens. Donc effectivement, oui, mais par rapport au HPI, on est comme les autres, en fait.
Donc, moi, j'encourage beaucoup, de toute façon, qui que ce soit, HPI ou pas, c'est de se connaître. Ça, le connaître totalement, qui est pour moi le préalable d'une vie heureuse, d'une vie épanouie. Et puis après, une fois qu'on sait qui on est, en l'occurrence HPI, c'est aller chercher des HPI, quoi. On peut pas vivre heureux, sachant qu'on est différent des autres dans une société où on va côtoyer que des gens qui sont pas comme nous. Parce que forcément, on va continuer à être malheureux, quoi. Allez juste chercher des HPI, ok, et vous allez être forcément heureux. Parce qu'on va rééquilibrer les relations avec les autres, en se disant, bah, il y en a plein qui vont pas me comprendre, et ben c'est pas grave, ils sont comme ils sont, et c'est chouette aussi. Par contre, il y en a plein qui sont comme moi, et bah, quand je suis avec eux, je suis hyper bien. Donc, je peux aller passer plein de temps avec les autres, où je vais pouvoir être bien. Et l'autre point, je pense, c'est que passer du temps avec les HPI, ça va nous enlever peut-être une colère qu'on va avoir vers les gens qui nous comprennent pas. Et je pense que derrière, ça va nous ouvrir encore plus dans notre côté HPI, sur notre sensibilité, notre capacité à comprendre la vie, le monde, et dans ce fait qu'on nous ait donné un cadeau, bah, je pense que le cadeau, il passe aussi par là, c'est-à-dire de pacifier le monde parce qu'on va avoir compris peut-être plus grand, voilà. On vit une époque où il y a plein de difficultés, plein de défis. Bah, moi, j'ai des solutions, en fait. C'est juste se rapprocher les uns des autres, plus accepter la différence de l'autre. Et en étant une personne différente et ayant compris ce qu'était être différent, en fait, et l'avoir apprivoisé, bah, je pense qu'on est plus à même aussi de s'ouvrir aux autres dans l'acceptation des différences, en fait. Bah, ça aussi, c'est un cadeau, quoi. Donc vivez votre cadeau dans la joie. C'est exactement ça. Merci Caroline pour cet échange. Bon courage, bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Et même pas du courage, en fait. Juste de la joie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec vos connaissances qui aimeraient en savoir plus sur le HPI. La voix rayée, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.